Bonjour à tous. Aujourd'hui, une lecture d'un très grand roman de Jean Giono, Le Hussard sur le toit. En deux mots, je vous rappelle l'intrigue. Angelo, un jeune aristocrate italien en fugue, traverse au XIXe siècle la Provence, ravagée par le choléra. Ça sera pour lui une sorte de parcours initiatique. Il va découvrir sa propre humanité en soignant les gens. Et surtout, il ne tombera jamais malade, car il refuse de se laisser contaminer par le pire des virus, qui est celui de la peur. C'est la fin du roman. Sa compagne d'épopée, la jeune Pauline, est atteinte par le mal. Il tira alors le corps de la jeune femme plus loin de la route, plus avant dans les buissons. Ce pays où la contagion n'avait pas encore fait de victimes serait prêt à tous les débordements de l'égoïsme, dès la première, et il se souvenait de l'homme au sac de pain qu'ils avaient croisé le matin même sur cette route. Il tira les bottes de la jeune femme. Les jambes étaient déjà raides, les mollets tremblaient, les muscles tendus faisaient saillie dans la chair. De la bouche, qui était restée emplâtrée, du dégorgement de riz, sortaient des petits gémissements très aigus. Il remarqua les lèvres se retrousser sur ses dents, et la jeune femme avait une sorte de rire cruel et même carnassier. Les joues s'étaient creusées et palpitaient. Il se mit à frictionner de toutes ses forces les pieds gelés. Il se souvenait de la femme qu'il avait soignée sur le seuil de la grange à Péruis. Il avait eu besoin de l'habileté du vieux monsieur pour la déshabiller. Il fallait déshabiller Pauline. Il fallait aussi allumer du feu, faire chauffer de grosses pierres. Il n'osait pas s'arrêter de frictionner les pieds qui restaient de marbre. Enfin, il se dit « Si je pense à tout ça, je suis foutu. Faisons les choses comme il faut. » Il venait brusquement de perdre espoir. Il se dressa et prit dans le bas tous les vêtements lourds, susceptibles de donner un peu de chaleur. Il trouva assez de petits bois et même une grosse souche de pin. Il alluma le feu, fit chauffer les pierres, installa une sorte de coussin sous cette tête dont il ne connaissait plus le visage et dont le poids l'étonna. Les cheveux qui coulèrent sur ses mains étaient rêches et comme travaillés par une chaleur de désert. Angelo avait placé de gros galets dans le feu. Quand ils furent très chauds, il les enveloppa dans du linge et il les plaça près du ventre de la jeune femme. Mais les pieds étaient devenus violets. Il recommença à frictionner. Il sentait le froid fuir de ses doigts et monter dans la jambe. Il souleva les jupes. Une main de glace saisit sa main. « J'aime mieux mourir, dit Pauline. Angelo répondit. Il ne savait quoi. Cette voix, bien qu'étrangère, le mit dans une sorte de fureur tendre. Il se débarrassa de la main avec brutalité et arracha les lacets qui nouaient la jupe à la taille. Il déshabilla la jeune femme comme on écorche un lapin, tirant les jupons et un petit pantalon de dentelle. Il frictionna tout de suite les cuisses, mais les sentant chaudes et douces, il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes, aux genoux, qui étaient déjà pris par la glace et bleuissés. Les pieds étaient blancs comme de la neige. Il découvrit le ventre et le regarda avec attention. Il le toucha des deux mains partout. Il était souple et chaud, mais parcouru de tressaillements et de crampes. Il le voyait habité de formes bleuâtres qui nageaient et venaient frapper la surface de la peau. Les gémissements de la femme jaillissaient maintenant assez fort et sous le coup de spasmes. C'était une plainte continue qui ne trahissait pas une très grande douleur qui accompagnait le travail profond d'une sorte d'état ambigu, qui attendait, espérait même, semblait-il, un paroxysme où le cri alors devenait sauvage et délirant. Ces spasmes qui secouaient tout le corps se reproduisaient de minute en minute, faisant craquer et se tendre le ventre et les cuisses de Pauline, chaque coup le laissant exténué entre les mains d'Angelo après chaque attaque. Il ne cessait pas de frictionner, il s'était débarrassé de sa veste. À chaque cri, il sentait le froid reprendre avantage, monter le long de la jambe. Il s'attaqua tout de suite aux cuisses, qui saucelaient de taches bleues. Il renouvela le petit nid de pierres brûlantes autour du ventre. Il s'aperçut brusquement qu'il faisait nuit noire, que le mulet était parti. « Je suis seul, se dit-il. Malgré sa peur de l'égoïsme, il appela. Sa voix fit un petit bruit d'insecte. À un moment, il entendit en bas, sur la grande route, le roulement d'un tilbury, le trot d'un cheval.
Il vit la lanterne de quelqu'un qui passait son chemin à 100 ou 200 mètres plus bas que lui. Il avait frictionné avec tant de vigueur et si longtemps qu'il était rompu de fatigue et entièrement douloureux. Mais après avoir alimenté le feu, il revint à ses cuisses et à ce ventre. Pauline avait commencé à se salir par le bas. Il nettoya soigneusement tout et plaça sous les fesses une alaise faite de lingerie brodée qu'il avait sortie de la petite valise. Il faut lui faire boire du rhum par force, se dit-il. Du bout de son doigt, il dégagea la bouche où s'étaient embourbés les nouveaux dégorgements de riz au lait. Il s'efforça de desserrer les dents. Il y parvint. La bouche s'ouvrit. L'odeur n'est pas nauséabonde, se dit-il. Non, cela ne sent pas mauvais. Il versa le rhum peu à peu. La déglutition ne se fit pas tout de suite, puis l'alcool disparut comme de l'eau dans du sable. Il porta machinalement le goulot de la bouteille à ses propres lèvres, et il but. S'il pensa dans un éclair qu'il venait à l'instant même de mettre le goulot de la bouteille à la bouche de Pauline, il se dit « Et après, qu'est-ce que ça fiche ?» La cyanose semblait avoir pris repos en haut des cuisses. Angelo frictionna énergiquement les plis de laine. Les dévoiements s'étaient arrêtés. La jeune femme respirait faiblement, avec des hoquets, puis par respiration profonde, comme après un combat qui a fait perdre le souffle. Son ventre tressaillait encore de souvenirs. Les gémissements s'étaient tus. Elle continuait à dégorger des matières grumeleuses et blanchâtres. Angelo sentit se répandre une effroyable odeur. Il se demanda d'où elle venait. À chaque instant, depuis des heures, il se posait la question. Qu'est-ce que j'ai comme remède? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'avait qu'une petite valise pleine de lingerie féminine, son propre porte-manteau, son sabre, ses pistolets. Il pensa à un moment à se servir de la poudre. Il ne savait à quel usage, mais il lui semblait qu'il y avait là-dedans une force, n'importe laquelle, qui pouvait s'ajouter à la sienne. Il songea à mélanger cette poudre avec de l'eau-de-vie pour la faire boire à Pauline. Il se disait « Ce n'est pas la première fois que je soigne une colérique et j'aurais donné ma vie pour le petit Français. Cela ne fait pas de doute. Ici, je suis entrepris. » Il ne savait que frictionner, sans arrêt. Ses mains lui en faisaient mal, il fit des frictions à l'eau-de-vie. Il renouvelait à chaque instant les pierres chaudes. Il tira avec précaution la jeune femme le plus près possible du feu. La nuit était devenue extrêmement noire et silencieuse. Ce n'est pas la première fois, se dit Angelo, mais ils me sont tous morts dans les mains. L'absence d'espoir, plus que le désespoir, et surtout la fatigue physique, le faisaient de plus en plus maintenant tourner les regards vers la nuit. Il n'était pas en quête d'une aide, mais d'un repos. Pauline semblait s'éloigner. Il n'osait pas l'interroger. Les paroles de l'homme à la redingote étaient encore trop récentes. Il se souvenait de la lucidité dont cet homme avait parlé. Il craignait la lucidité de cette bouche qui continuait à dégorger des bouts blanchâtres. Il s'étonnait, il s'effrayait même un peu du vide de la nuit. Il se demandait comment il avait pu ne pas avoir peur jusqu'ici, et surtout de choses si menaçantes. Il ne cessait cependant de s'activer, à réchauffer sous ses mains ces aines en bordure desquelles le froid et la couleur de marbre étaient toujours au repos. Enfin, il eut toute une série de petites pensées très colorées, de lumières très vives, dont quelques-unes étaient cocasses et risibles, et à bout de force, il reposa sa joue sur ce ventre qui ne tressaillait plus que faiblement, et il s'endormit. Une douleur à l'œil le réveilla. Il vit rouge, ouvrit les yeux. C'était le jour. Il ne savait pas sur quoi de doux et de chaud sa tête reposait. Il se voyait recouvert jusqu'au menton par les pans de son manteau. Il respira fortement. Une main fraîche toucha sa joue. « C'est moi qui t'ai couvert, » dit la voix. « Tu avais froid. » Il fut sur pied instantanément. La voix n'était pas tout à fait étrangère. Pauline le regardait avec des yeux presque humains. « J'ai dormi, se dit-il, mais à haute voix et d'un ton lamentable. « Tu étais à bout de force, dit-elle. » Il posa des questions de façon très abracadabrante et fit 3 ou 4 fois, sans aucune utilité, l'aller et venue entre le bas et le chevet de Pauline, ne sachant ni ce qu'il voulait prendre, ni ce qu'il fallait faire. Il eut à la longue l'esprit de tâter le pouls de la malade. Les pulsations étaient assez bien marquées et se succédaient avec une rapidité somme toute rassurante. « Vous avez été malade, dit-il avec force, et comme s'il avait été nécessaire de trouver une excuse à quelque chose. Vous l'êtes encore et il ne faut pas bouger. Je suis bien content. » Il vit le ventre et les cuisses nues, son visage s'empourpra. « Couvrez-vous bien, dit-il. » Il alla chercher tout son porte-manteau, et il fit à la jeune femme un lit, bien bordé, plein de pierres chaudes. Il en plaça plusieurs aux pieds, et aussi haut qu'il osa aller le long des jambes, presque jusqu'aux genoux.
Ce faisant, il fut forcé d'effleurer du dos de la main une chair qui semblait avoir retrouvé quelque chaleur. Le matin était aussi joyeux que celui de la veille. Angelo se souvint de l'eau de maïs que Teresa lui faisait prendre quand il était petit et qui sauvait de tout, paraît-il, et en particulier de la dysenterie. Il n'avait jamais plus pensé à l'eau de maïs depuis qu'il s'était consacré au combat pour le bien de l'humanité. Ce matin, tout en parlait, l'air, la lumière et le feu. Il se souvenait de cette tisane gluante et fade, mais très rafraîchissante. Il mit aussitôt de l'eau à bouillir et fit fort bien sa tisane en pensant uniquement à ce qu'il faisait. La jeune femme but avec avidité plusieurs fois. Vers midi, il fut manifeste que les crampes étaient passées. « Je suis seulement brisée, dit-elle. Mais toi ?» ?»« Je suis fort bien, dit Angelo. Il suffit que je voie ce rose timide qui commence à toucher le bon endroit de vos joues. À cet endroit-là, cela ne signifiera jamais la fièvre. D'ailleurs, laissez-moi prendre votre pouls. » Il était manifestement mieux marqué et plus régulier que 2 heures avant. L'après-midi se passant en soins répétés, en anxiété vite dissipée, il faisait tiède et sans avoir aucun sommeil. Au contraire, Angelo recevait les images de la splendeur du monde dans une tête vide, mais qui jouissait de rien avec ivresse. Merci et à demain.